porte-avions américain. 100 000 tonnes d'acier, 5 000 marins, plus de 70 avions de combat. Une véritable ville flottante. Propulsé par 2 réacteurs nucléaires. Pendant des décennies, ça a été le symbole absolu de la superpuissance américaine. Une forteresse qu'on pensait tout simplement intouchable. Et aujourd'hui, cette certitude, elle n'existe plus? Non, elle est complètement remise en question. La question qui hante les stratèges du Pentagone est directe, presque brutale. L'Iran a-t-il, oui ou non, les moyens de neutraliser un de ces géants? Voire de le couler en plein golfe Persique? Exactement. Et cette question, elle change absolument tout. On n'est plus du tout dans la science-fiction. On est dans une zone, le golfe Persique, où la moindre étincelle peut déclencher un incendie mondial. C'est bien ça le sujet. On va donc essayer de décortiquer ça froidement aujourd'hui, loin des déclarations politiques et de la propagande. Séparer le fantasme de la menace réelle. Voilà. Pour commencer, il faut bien mesurer l'enjeu. Au-delà des chiffres, qu'est-ce que ça représente vraiment, un porte-avions-cœur? Ce n'est pas juste un bateau, on est d'accord? Ah non, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est un instrument diplomatique avant d'être un instrument militaire. C'est-à-dire? Pensez-y. C'est un morceau de territoire américain souverain qui peut se positionner n'importe où sur le globe en quelques jours. Quand un porte-avions croise au large de vos côtes, c'est un message. Un message très clair. Très clair. Sans même lancer un seul avion, sa simple présence est une déclaration de puissance. Ça pèse sur n'importe quelle négociation. Donc si je comprends bien, le toucher, ce n'est pas seulement une victoire militaire. C'est avant tout une humiliation politique, symbolique. C'est précisément le cœur du problème. La valeur du porte-avions, ce n'est pas ses milliards de dollars. C'est son aura d'invincibilité. L'image. L'image. Imaginez une seconde l'impact planétaire des images huilles, un panache de fumée noire qui s'élève de ce géant d'acier, des avions en flammes sur le pont. Ce serait un choc mondial. Un choc psychologique inouï. Même sans couler, le symbole de la puissance américaine serait littéralement en feu aux yeux du monde entier. Ce serait la fin de 70 ans de domination navale incontestée. On comprend mieux pourquoi c'est une cible aussi tentante. Mais face à ce colosse, on se dit que l'Iran n'a aucune chance en combat classique, non? Aucune. Et ils le savent. Alors, comment ont-ils pensé leur stratégie pour contourner cet obstacle qui paraît infranchissable? Par l'intelligence, par le pragmatisme, c'est le concept même de la guerre asymétrique. C'est-à-dire? Les stratèges iraniens savent pertinemment qu'aligner leurs frégates face aux destroyers américains, ce serait un suicide. Ils ont donc pris le problème à l'envers. Au lieu d'un choc frontal. Exactement. Au lieu de chercher à rivaliser en force, ils ont cherché la faille. Et cette faille, c'est la vulnérabilité de cette énorme cible face à une attaque multiple, rapide et, surtout, saturante. D'accord, la symétrie. Concrètement, ça ressemble à quoi cet arsenal? De quelles armes on parle? C'est un cocktail de menaces très diversifié. L'arme principale, la plus redoutée, c'est le missile balistique anti-navire. Une technologie complexe, j'imagine. Plus lent, mais plus discret. Voilà, il vole bas, difficile à détecter. Il y a aussi les vedettes rapides, des petits bateaux surarmés pour le harcèlement. Et enfin, une arme plus ancienne mais toujours efficace, les mines marines. Surtout dans un passage aussi étroit que le détroit d'Ormuz. Justement, ce terrain de jeu, le golfe Persique, ça change complètement la donne par rapport à une bataille en plein océan. Ah oui, ça change tout. Le golfe, c'est un cauchemar pour un navire de cette taille. C'est un espace étroit, confiné. On peut faire une analogie. C'est un peu comme essayer de manœuvrer un 38 tonnes dans une ruelle du centre-ville. Sa liberté de manœuvre est très limitée, ses routes sont prévisibles. Il est piégé en quelque sorte. D'accord. J'ai un peu de mal à visualiser le fonctionnement de leur arme maîtresse, le missile balistique. Comment est-ce qu'on peut toucher une cible qui bouge en permanence à des centaines de kilomètres de distance? C'est une vraie prouesse technique. Pour simplifier, voilà les étapes. D'abord, le tir depuis la côte iranienne. Ok. Le missile monte très très haut à la lisière de l'espace, là où il y a peu de frottement. Puis, guidé par ses capteurs, il entame sa descente. Et c'est là que ça devient critique. Exactement. Il plonge sur sa cible à une vitesse hypersonique. Hypersonique, on entend ce mot partout. Ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, on parle de vitesse supérieure à Mach 5, soit plus de 6000 km/h. 6000. Oui, à cette vitesse, ça laisse très très peu de temps à la défense pour détecter, viser et intercepter. Le temps de réaction se compte en secondes. D'accord, c'est vertigineux. Mais en face, les Américains ont quand même le fameux système de combat Aegis, non? On le présente comme un bouclier quasi infaillible. Et c'est une merveille de technologie, absolument.
Le système Aegis, sur les destroyers Destort, peut suivre des centaines de cibles et guider des intercepteurs avec une précision redoutable. Alors où est la faille? Le problème, ce n'est pas la performance du système contre un missile. Le vrai cauchemar des défenseurs, c'est la saturation. La saturation, le surnombre. Exactement, la saturation. Imaginez un gardien de but de classe mondiale. Il arrête un penalty, peut-être deux. Mais si on lui tire 30 ballons dessus en même temps? Depuis des angles différents, il est statistiquement certain qu'un ou deux vont rentrer. La stratégie iranienne, c'est ça. Une vague coordonnée. Voilà, 30 missiles balistiques qui arrivent d'en haut à vitesse hypersonique, pendant que des drones arrivent sur les flancs à basse altitude et que des brouilleurs électroniques tentent d'aveugler les radars. C'est donc sur ce doute que tout repose. La capacité du bouclier à tout arrêter en même temps. C'est ça. Et c'est un doute suffisant pour changer la donne stratégique. Mais est-ce qu'on ne surestime pas un peu leur capacité à synchroniser une attaque aussi complexe? C'est une chose sur le papier, mais en temps réel. C'est une excellente question et c'est toute l'incertitude. On ne connaît pas la fiabilité réelle de leur arsenal ni leur capacité d'intégration, mais les services de renseignement occidentaux prennent ça très au sérieux. Pourquoi? Parce que même si l'attaque n'est pas parfaite, même si seulement 10% des projectiles fonctionnent, sur une salve de 30, ça fait 3 impacts potentiels, et un seul suffirait. Un seul suffirait à changer le cours de l'histoire. On sent bien qu'on est à un tournant. Ce n'est plus la guerre navale du XXe siècle. Pas du tout. Pour bien comprendre le changement, il faut ce recul historique. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le porte-avions américain a été le roi des mers. Incontesté. Incontesté. Il a projeté la puissance américaine en Corée, au Vietnam, en Irak, sans jamais avoir à craindre pour sa propre survie. L'adversaire n'avait pas la technologie pour le menacer. Et ce temps est révolu. L'Iran n'est pas seul d'ailleurs. La Chine développe ses tueurs de porte-avions, la Russie investit dans l'hypersonique. C'est une tendance de fond. C'est un changement complet de paradigme. On quitte une ère où la taille et le blindage étaient décisifs, on entre dans une ère où tout se joue sur la vitesse, la précision, l'information. Et la symétrie dont on parlait? Le triomphe de l'asymétrie. Un missile qui coûte quelques millions de dollars peut potentiellement neutraliser un navire qui en coûte 15 milliards. Ce calcul coût-efficacité est un vrai casse-tête pour le Pentagone. Alors, explorons le scénario le plus tendu. Imaginons que ça arrive. Un missile passe, il touche. Que se passe-t-il concrètement? D'abord, il faut bien comprendre une chose. Le but n'est pas forcément de le couler. C'est extrêmement difficile de couler 100 000 tonnes d'acier. D'accord. Le but, c'est de le tuer militairement. Voilà, le rendre inopérant. Un seul impact sur le pont d'envol peut provoquer un incendie cataclysmique, alimenté par le kérosène, les munitions. Le pont serait inutilisable. Inutilisable. Toutes les opérations aériennes s'arrêteraient net, vous auriez des pertes humaines, un chaos à bord, et le navire le plus puissant du monde serait transformé en carcasse flottante. Et là, la crise n'est plus militaire, elle devient politique. La pression sur la Maison-Blanche doit être inimaginable. Colossal. Pensez à l'onde de choc. Le Congrès qui exige une réponse, les chaînes d'infos en continu qui diffusent les images en boucle, l'opinion publique qui réclame vengeance. Un président américain peut-il survivre politiquement à ça sans une riposte massive? C'est quasiment impossible. Une non-réponse serait vue comme un aveu de faiblesse. Un recul historique de la puissance américaine. Donc, la riposte est inévitable. Et c'est là que l'engrenage incontrôlable se met en place. C'est le début de l'escalade. La riposte serait sans doute une série de frappes massives sur les sites de lancement en Iran, les centres de commandement. Et l'Iran, à son tour, devrait réagir pour ne pas perdre la face. Évidemment. Et leur contre-riposte la plus probable, la plus redoutée, serait de tenter de bloquer le détroit d'Ormuz. Le goulot d'étranglement du pétrole mondial. Exactement. Et là, les conséquences économiques seraient immédiates et dévastatrices. Une flambée des prix du pétrole. Vertigineuse. Les prix pourraient doubler, tripler en quelques jours. L'économie mondiale, déjà fragile, plongerait dans une récession profonde. C'est terrifiant de voir comment un seul événement tactique, un missile qui touche sa cible, pourrait déclencher une crise économique planétaire. C'est ça, la réaction en chaîne incontrôlable. Si on synthétise, ce qui ressort, c'est que le porte-avions est devenu une cible plus psychologique que militaire. Le but est de briser un symbole. C'est le premier point, oui. Ensuite, la vraie menace, ce n'est pas un missile miracle, mais une attaque par saturation. Pour submerger les défenses. Et enfin, le plus grand danger n'est pas le naufrage du navire, mais l'engrenage politique et économique qui suivrait un seul impact.
C'est une excellente synthèse. La situation actuelle repose sur cet équilibre de la terreur, une dissuasion qui est à la fois technologique et psychologique. Chacun teste les limites. En espérant ne pas la franchir par erreur. Oui, mais le facteur le plus dangereux dans cette nouvelle ère, c'est la vitesse. La vitesse des armes, la vitesse de diffusion de l'info, tout ça réduit le temps de réflexion pour les dirigeants. Ce qui veut dire que les projectiles vont littéralement plus vite que la diplomatie. Et ça augmente de manière exponentielle le risque d'une erreur de calcul, d'une mauvaise interprétation, d'une décision prise dans la panique. C'est ça. Nous sommes dans une situation où la technologie militaire semble avoir pris de vitesse la sagesse politique. Le temps pour analyser, vérifier, consulter avant de riposter est en train de disparaître. La fenêtre de décision se compte en minutes. Ce qui nous laisse avec une pensée finale assez vertigineuse. Dans cet équilibre précaire, la question n'est peut-être plus de savoir qui a l'arme la plus puissante, mais qui, dans la chaîne de commandement, sera le premier à céder sous la pression du temps et de l'incertitude. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater. Merci.